Et ça me fait bien plaisir de pouvoir échanger avec vous, de vous avoir écouté ce matin, et puis de pouvoir réfléchir ensemble. Alors le titre c'était ça, repenser la santé mentale des enfants et des adolescents, et en fait, sans arrêt, on veut repenser les choses, mais peut-être qu'il n'y a pas besoin de les repenser, hein. Peut-être qu'il faudrait agir, on en a parlé avant-hier, hein, plutôt que de repenser sans arrêt, peut-être qu'il faudrait agir, parce que, bon, est-ce qu'on fait si mal que ça? Regardez ce qui se passait avant, dans le domaine de la santé mentale. Avant, c'est-à-dire il y a 30 ou 40 ans, c'était un grand bazar, hein, c'était pas tellement scientifique, on ne savait pas de quoi on parlait même d'ailleurs. Et puis, ça a été rationalisé. Maintenant, il y a le DSM, ou la classification internationale des maladies. Donc, quel que soit l'endroit où on se balade sur la planète, on parle de la même chose. Du coup, on peut faire de la recherche. Et puis, on a des méthodologies, on a des cohortes, on a des essais randomisés, on a des neurosciences. Et puis, donc, on fait des études, on publie. Et puis maintenant, on sait des choses quand même pour agir. On sait que la petite enfance, c'est une priorité, hein, la violence intrafamiliale, tout ça, la solitude, on vient d'en parler. Voilà, et donc on peut agir. Et puis, même au niveau du soin, ça marche. Prenez le soin de l'autisme, par exemple, entre il y a 30 ans et aujourd'hui, ça n'a absolument rien à voir. Hein, ça n'a absolument... Et ça en fait beaucoup mieux aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Il n'y a pas photo. Donc voilà, continuons. Alors, d'autant plus que, on pourrait se dire, ah oui, mais ça c'est un peu théorique, mais en pratique, est-ce que nos enfants et nos adolescents vont mieux? Alors là, déjà, ça devient un petit peu plus compliqué. C'est compliqué parce que, figurez-vous, et d'ailleurs ça a été dit un peu tout à l'heure, on n'ose même pas dire que les jeunes pourraient aller mieux. Prenez alors, en France, par exemple, et c'est un peu vrai en Europe, alors j'ai l'impression qu'au Canada, c'est pas aussi simple, mais entre 2005 et 2018, vous savez comment a évolué le suicide des adolescents? Il a diminué de 40%. Et bien ce qui est drôle, c'est que quand je dis ça en France, les gens sont déçus. Les gens sont déçus parce qu'ils sont tellement persuadés que ça va plus mal que quand on leur dit « ben non, ça va bien », alors ils se demandent « mais finalement, au bout du compte, moi qui suis un professionnel de santé mentale, je vais servir à quoi si les jeunes vont mieux, quoi, hein, si tous les jeunes vont mal, alors c'est très narcissisant pour un soignant. On l'a vu pendant la pandémie. Hein. Et il n'y a pas que le suicide, hein, consommation d'alcool et de tabac, dans la même période, chez les jeunes, en France, ça a diminué. Ça a diminué. Le cannabis, c'est stable. Alors, donc tout va bien. Alors tout va bien, sauf que ça c'est en Europe. Alors dans d'autres pays, c'est pas exactement la même chose. Et puis alors curieusement, ce qui se passe en Europe et en France en particulier, c'est que, eh bien, quand on mesure avec de l'auto-évaluation et même de l'hétéro-évaluation sur, vous voyez, des troubles anxio-dépressifs à bas bruit, quoi. Eh bien là, ça se détériore pendant la même période de temps. Pendant la même période de temps, les jeunes se suicident beaucoup moins et exprime une souffrance plus. Et puis, on a même des choses nouvelles, par exemple des questions d'identité de genre. Bon, alors, donc, peut-être qu'on fait bien par certains aspects, et puis peut-être qu'on ne fait pas bien par d'autres aspects s'ils vont plus mal. C'est que peut-être qu'on ne s'occupe pas bien de cette facette du problème. Hein. Alors donc, essayons d'y penser. Pendant cette petite demi-heure ou ces 20 minutes qui nous restent. Alors déjà, la santé mentale et la psychiatrie, c'est dans le champ de la santé et de la médecine aujourd'hui. Hein. C'est le cas dans tous les pays du monde, à peu près. Or, on a quand même une place un peu à part. Vous voyez, prenez le psoriasis ou une leucémie aiguë lymphoblastique. Il y a 30 ans, vous avez un psoriasis, c'est le même psoriasis qu'aujourd'hui. Alors, ce n'est pas les mêmes traitements, mais c'est la même maladie. Pareil pour la leucémie aiguë lymphoblastique. Ça ne bouge pas. Aujourd'hui, dans le service dont je m'occupe depuis peu, quand vous avez une tentative de suicide qui arrive aux urgences, c'est une tentative de suicide qui arrive aux urgences, mais à peu près une fois sur trois, il y a une question d'identité de genre et de transition.
Et ça, il y a 20 ans, ça n'existait pas. Et alors là, pour les collègues cliniciens, c'est extrêmement perturbant parce que dans leur discours médical, ils disent « j'ai une TS qui arrive aux urgences cette nuit, c'est un état limite, donc là, on a toutes les routines en marche pour gérer tout ça. Mais il y a une question d'identité de genre, et là tout d'un coup, oui, c'est-à-dire que comme on n'a pas tellement de papier là-dessus, et on ne sait pas par quel bout le prendre, on ne sait même pas comment le prononcer, etc., on ne sait plus faire. Donc, quelque part, en fait, nos pathologies à nous, elles bougent. Et d'ailleurs, alors on peut regarder les vieux textes d'Hippocrate, où, alors bien sûr on va dire, mais à l'époque il n'y avait pas de science, etc., et puis c'était pas du tout le même contexte, et puis, mais même regarder pendant le XXe siècle, les textes de Freud, alors, même si on les lit juste avec un point de vue historique, il y avait plein de névroses qui décrivaient, même des conversions hystériques, qui n'existent quasiment plus aujourd'hui. Et aujourd'hui on a des syndromes de stress post-traumatique, qui n'étaient pas décrits du tout à l'époque. Et on a plein d'états limites qui n'étaient pas décrits du tout à l'époque. Donc on voit clairement que les pathologies psychiatriques s'expriment différemment en fonction des sociétés dans lesquelles elles existent. Mais comme nos sociétés en ce moment changent à toute vitesse, bien plus rapidement qu'avant, vous devez le vivre quotidiennement, ça change tout. Enfin, on a eu une épidémie, on a de l'intelligence artificielle, enfin, c'est en l'espace de 5 ans, tout bouge à toute vitesse. Et bien donc les pathologies psychiatriques vont bouger à toute vitesse. Et donc il faut qu'on arrive à repenser la santé mentale et la psychiatrie dans un monde où tout change à toute vitesse. Alors, comment gérer cette histoire? Parce qu'on n'est pas sociologue, et puis même les sociologues, ils ont bien du mal à décrire de façon consensuelle comment bouge une société, parce qu'une société c'est très compliqué, et puis c'est comme quand vous prenez une anguille, vous voyez, vous la prenez, elle vous glisse entre les doigts, vous n'arrivez jamais à l'attraper. Une société c'est pareil, on ne peut jamais l'attraper et dire qu'elle est comme ça. Voilà, alors ce que je vous propose, pour simplifier, puisqu'il faut simplifier, je vous propose d'essayer de définir les sociétés par les récits mythologiques qui les portent. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est ça qui nous aide à comprendre les sociétés. On vit dans des mondes compliqués, et donc, c'est angoissant. Pour gérer cette angoisse, nous avons des récits collectifs sur ce que sont les sociétés. Comme ça nous permet tous de nous dire « Ah bon, mais on vit bien là-dedans. Vous voyez, on vit bien là-dedans, ouf, nous sommes comme ça. » Et donc, il y a des récits mythologiques sur les sociétés. Ce que l'on ne voit pas aujourd'hui, c'est que, comme nos sociétés bougent, on est obligé de superposer comme un millefeuille les récits mythologiques. Et figurez-vous que nous, soignants, nous avons nos propres récits mythologiques. Et que ce n'est pas forcément les mêmes que ceux de nos patients. Et que du coup, ça conduit au fait qu'il y ait des discordances éventuellement dans le soin et même dans la recherche, parce qu'en tant que chercheurs, nous avons une certaine vision du monde et ça nous fait partir dans des directions qui ne sont pas forcément que celles que veut la société. Alors allons-y, qu'est-ce qu'il y a comme récits mythologiques et qui se sont superposés au cours de l'histoire? Alors d'abord, les récits mythologiques, c'était avec Dieu. Dieu est un concept qui structure une société. D'ailleurs, j'ai entendu une fois un collègue québécois qui, vous savez, je me souviens. Alors, je me souviens de quoi? Et il me disait, je me souviens de ma famille et de ma religion. Et je sais que la religion, au Québec, c'est quelque chose d'important, puisque c'est identitaire, quelque part, et ça l'est toujours. Donc, les religions, c'est vrai qu'on est de moins en moins religieux, mais quand même, ça subsiste. Ça subsiste. Il y a... alors, aujourd'hui, d'ailleurs, c'est étudié. On parle de fluidité de genre, mais il y a une fluidité de la spiritualité chez les jeunes. Il n'y a pas de disparition de la spiritualité, il y a une fluidité de la spiritualité. Il y a par exemple des jeunes qui décident de devenir catholiques, et donc ils se font baptiser, mais en même temps ils vont être bouddhistes, en même temps ils vont faire du tai chi, en même temps, etc. Et donc il n'y a pas de disparition de la spiritualité. Et vous voyez par exemple même en lien avec l'écologie, le véganisme. Le véganisme est une forme de spiritualité quelque part.
où je conçois le monde, la planète, avec des valeurs spirituelles, et voilà. Et donc, il y a de la spiritualité, mais dans nos études, dans nos soins, est-ce qu'on parle de spiritualité, nous? Ben, pas trop, hein. Et ça, c'est curieux, parce que, en termes épidémiologiques, vous savez hein, que croire en Dieu, je suis athée, hein, donc pas de conflit d'intérêt, ou plutôt j'ai un conflit d'intérêt puisque je suis athée. Ben, croire en Dieu, ça protège du suicide et des addictions. Les données sont extrêmement solides là-dessus, et ça se comprend d'ailleurs. Hein. Mais c'est curieux, c'est que, eh bien, nous avons du mal à parler de spiritualité. Alors pourquoi ? Eh bien, peut-être parce que, en tant que psy quelque chose, on est en conflit d'intérêt avec les prêtres. Vous voyez, c'est que quelque part, la psychiatrie, on s'occupe des maladies de l'âme. Ben oui, mais il n'y en a pas que nous qui s'occupons des souffrances de l'âme. Hein. Les chamans, les imams, les prêtres, etc. D'ailleurs, j'ai été en mission un jour dans la bande de Gaza. Pourquoi? Eh bien parce que le vice-ministre de la Santé refusait qu'il y ait des TCC pour les syndromes de stress post-traumatique, parce qu'il disait que ce sont les femmes ou les religieux qui s'occupent des enfants qui ont des syndromes de stress post-traumatique. Ça n'est pas des psys, parce que les psys sont conditionnés par la pensée nord-américaine. Alors je ne dis pas qu'il avait raison, hein, mais c'était sa position. Oui, on était en conflit d'intérêts pour s'occuper des enfants. Et, eh bien, nous ne voulons pas accepter ça. Et est-ce qu'on a le droit de ne pas l'accepter? Est-ce que nous avons le droit d'imposer des prises en charge de la souffrance psychique parce que nous sommes, en termes académiques, et reconnus comme ça par la société? Et peut-être qu'on devrait y réfléchir, à le repenser, au moins à le repenser. Alors, bien sûr, aujourd'hui, les mythologies divines, c'est pas ça qui structure les sociétés, on est bien d'accord. Non, ce qui s'est passé très vite, c'est que l'apparition de mythologies rationnelles avec beaucoup de guillemets, c'est-à-dire, guillemets, des mythologies qui se revendiquent comme rationnelles. Hein, alors, les philosophes disent que ça serait arrivé au XVIIe siècle avec ce qu'on appelle le tournant de la nature, avec Galilée, Descartes, Newton. Vous voyez de qui je veux parler, hein. C'est vrai qu'à ce moment-là, on voit la nature différemment, et d'ailleurs c'est là qu'apparaîtrait le concept d'objectivité, c'est-à-dire l'humain n'est plus dans la nature, l'humain observe la nature à distance, il devient objectif, et plus un sujet qui fait partie d'eux. Et à partir de là, eh bien, il y a eu la construction, l'avancée des sciences, avec en particulier les Lumières et le positivisme, c'est-à-dire que quel est le récit mythologique? C'est que dans le monde dans lequel nous vivons, il y a des atomes qui s'associent en particules, qui s'associent en cellules, qui s'associent en organismes et qui font nous. Et à partir de cette matière, il y a des forces et des lois. Et avec tout ça, j'explique le monde. C'est un récit mythologique. J'explique le monde comme ça. Et dans cette faculté, nous sommes tous des porteurs de cette mythologie rationnelle. C'est comme ça que nous sommes construits. Et vous allez me dire, mais oui, mais ça marche. Et oui, ça marche. Il n'y a pas de souci. C'est efficace. Grâce à ça, on va sur la Lune. Grâce à ça, j'ai pu venir en avion. Grâce à ça, nous pouvons soigner des patients avec des molécules, avec des soins qui sont evidence-based, avec le DSM, les AirDoc, les neurosciences, etc. Tout ça, ça vient de la mythologie rationnelle. Et vous me direz, ça marche. Ben oui, mais il y a eu des effets collatéraux. Et que l'on voit de plus en plus aujourd'hui, en particulier les jeunes personnes qui sont très sensibles. Alors, il y a eu quand même le taylorisme et le néolibéralisme, vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est que repenser le travail en termes rationnels, c'est optimiser toutes les tâches et c'est faire que les gens qui travaillent deviennent des robots. C'est un peu, en tout cas, c'est ce qu'il y a plein de gens qui disent, hein. Et que ce n'est pas forcément l'idéal pour l'humanité, en tout cas pour eux. Il y a eu quand même la bombe atomique. Bon, alors vous me direz c'est rare, sauf qu'en ce moment il y a quelqu'un qui est un peu loin et qui a tendance à régulièrement dire tiens je vais appuyer sur le bouton voilà. Et c'est quand même relativement anxiogène.
Et puis, bien sûr, il y a l'écocide, c'est-à-dire que les mythologies rationnelles ont conduit à s'accaparer toutes les richesses de la planète pour construire des trucs sans arrêt. Du coup, c'est quand même un peu difficile de dire que les mythologies rationnelles ne posent pas problème. Alors vous me direz, oui, d'accord, mais pas dans le soin. Eh bien, sauf que, on oublie souvent que les mythologies rationnelles dans le soin nous conduisent et même nous obligent, nous soignants, à proposer les mêmes soins pour les patients qui ont les mêmes maladies. Si aujourd'hui, moi, comme soignant, je décide de soigner un patient qui a une dépression par un traitement qui n'est pas reconnu comme intéressant pour une dépression, on va me dire « tu n'as pas le droit ». Parce que ça n'est pas rationnel. Sauf que la science dit que les soins sont efficaces en moyenne pour des gens qui ont eu une maladie. Mais le sujet que j'ai en face de moi, c'est un sujet unique. Peut-être que le soin que je dois lui prodiguer ne doit pas correspondre nécessairement à un soin à prodiguer en moyenne. Et d'ailleurs, à l'origine, l'evidence-based medicine, c'était d'un côté les données de la science, de l'autre côté les desiderata du patient, et enfin l'expérience du clinicien dans sa singularité qui lui permet d'adapter le traitement à toute situation. Et vous avez dû remarquer que dans la plupart des pays du monde, ce dernier cercle a disparu. On ne donne plus aux médecins la légitimité, aux psychologues c'est pareil, dans ces thérapies, la légitimité de dire « je pense moi que pour lui ou pour elle, ça n'est pas comme ça qu'il faut faire ». Et ça, c'est un dérapage de rationalité. C'est presque de l'intégrisme rationaliste. Le fait d'imposer, parce qu'il y a des lois, mais des lois qui s'appliquent à des sujets moyens ou à des sujets fantasmés, c'est-à-dire qui ont de la sérotonine, de la dopamine, etc., etc. Je leur impose, je dois soigner comme ça. Alors, en réaction à ça, mais en fait la réaction, elle est venue assez vite, historiquement, est apparue une autre mythologie que l'on va appeler irrationnelle avec beaucoup de guillemets. Mythologie irrationnelle notamment parce que ce n'est pas péjoratif, puisque vous avez vu, pour moi, rationalité, ça n'est pas forcément bon. Et de la même façon, irrationalité, ça n'est pas forcément mauvais. Et en fait, c'est apparu dès le 19e siècle par un philosophe allemand qui s'appelait Wilhelm Dilthey. Il disait « toute votre rationalité où vous expliquez les choses avec des lois, ça marche bien pour les sciences de la nature, ça ne marche pas bien pour les sciences humaines. On ne peut pas expliquer le fonctionnement d'un humain, on ne peut que le comprendre. » Alors, on pourrait entrer dans le détail, quelle est la différence entre expliquer et comprendre. Comprendre, c'est capter une impression globale, après avoir écouté quelqu'un, je l'ai compris, sans pouvoir expliquer pourquoi je l'ai compris. Et à partir de là, serait né le clivage qu'il existe entre les sciences de la nature et les sciences humaines et sociales. Clivage qui existe à peu près dans tous les pays occidentaux, et je suis sûr que ça existe aussi ici. Et donc, à l'issue de ça, de ce courant, eh bien, ce serait constitué un courant qu'on va appeler postmoderne, nourri de trois philosophes qu'on appelle des philosophes du soupçon, alors Nietzsche, Marx, Freud, qui vont proposer une conceptualisation du monde presque en opposition à la modernité et aux mythologies rationnelles. Alors Nietzsche va dire il n'y a pas de vérité absolue. Voilà. Tout peut être discuté en fonction des situations. Je ne dis pas que c'est vrai, hein. Pour moi on ne peut pas dire ça complètement, mais on peut le dire un petit peu quand même. Marx, il dit, il n'y a pas d'universalisme, tous les humains ne sont pas pareils. Alors certes, nous avons tous un cœur, deux poumons en général, deux reins en général aussi, etc., on est tous faits pareils, mais en fait, nous appartenons à des classes sociales, certaines sont dominées, d'autres dominantes, il y a des genres, etc., etc., nous ne sommes pas pareils, il n'y a pas d'universalisme. Et puis enfin, Freud dit, ben non, l'humain n'est pas rationnel, parce que si être rationnel, ça veut dire arriver à ses fins, il y a des humains qui mettent tout en œuvre pour faire le contraire de ce qui est bon pour eux. Et ça n'est pas si rare que ça. Et ils ne sont pas forcément fous. Et donc du coup, le monde est beaucoup plus compliqué que ce que disent les rationalistes.
Et ce courant est resté pendant le XXe siècle, et puis là, récemment, eh ben, il est monté en gamme. Pourquoi il est monté en gamme? Parce que eh ben, tout ce qui est expliqué de façon simple dans la société, Dieu n'existe plus, il y avait la télévision qui nous permet d'expliquer tout de façon simple, ben, il n'y a plus d'une chaîne unique dans aucun pays, et puis la science, eh ben, la science, elle est critiquée à cause de tout ce qui s'est passé, et tout ce qui se passe en ce moment. Et donc vous avez beaucoup de personnes qui disent aujourd'hui, ben non, moi je pense plus ça, et puis avec l'émergence de post-vérité, alors ça c'est pas bien, et puis l'émergence d'identité, c'est-à-dire il n'y a plus d'universalisme, il y a des catégories d'individus qui nécessitent d'être considérés en tant que catégorie d'individus. C'est des identités, et c'est devenu extraordinairement fort dans nos sociétés. Alors, vous me direz, tout ça c'est du baratin, ok, mais dans le soin, eh bien dans le soin, tout ça a eu un impact important. Alors bien sûr, du coup, il y a eu la psychanalyse dans le soin de la santé mentale, alors je sais bien que c'est critiqué partout, sauf qu'on ne peut pas s'empêcher de l'apprendre et d'en discuter, parce que quand même, ça fait sens de temps en temps. Même si ce n'est pas très scientifique, encore qu'on pourrait en discuter. Il y a eu la question du handicap. Le handicap, tel que défini par l'OMS, est une notion postmoderne. L'inadéquation entre l'homme et la société, hein, c'est la définition du handicap, c'est postmoderne, c'est-à-dire qu'en tant qu'individu, unique, différent, eh bien, la société ne me donne pas ma place. Et donc, ça contrecarre manifestement le fait que nous sommes tous pareils et universels. Non, l'universalité n'existe pas, je peux être différent, je puis être différent, et la non-reconnaissance de ma différence me pose problème. Il y a eu bien sûr la définition de la santé mentale par l'OMS avec la nécessité de se réaliser soi-même. Or, se réaliser soi-même, c'est postmoderne, je dois être moi. Et puis, dans le soin, ça a aussi une conséquence autour de ce que l'on voit poindre régulièrement avec une néo-antipsychiatrie, où notre discours à nous est considéré comme un discours agressif, de dominant, qui impose des choses à des gens qui n'ont rien demandé, par exemple dans l'identité de genre. Je veux transitionner, pourquoi me faire passer devant un psy? Il n'a pas de légitimité pour décider de mon genre, ce qui se discute. En tout cas, c'est une position postmoderne, je challenge l'autorité médicale universaliste. Donc tout ça c'est extrêmement intéressant. Mais ce qui se passe et qui interroge beaucoup les cliniciens, c'est que, et ça c'est très concrètement dans le soin, c'est que maintenant, nous avons des patients qui viennent nous voir en consultation et qui disent « Je viens vous voir parce que je suis autiste ». Et alors on va dire, eh bien nous allons en discuter, etc. Mais la question n'est pas de dire si oui ou non il ou elle est autiste, parce qu'il ou elle est autiste. Ce n'est plus nous qui décidons des diagnostics, c'est eux qui arrivent avec le diagnostic en tant qu'identité. Et là, beaucoup de collègues sont déstabilisés par ça. Ça oblige à repenser la santé mentale. Parce qu'il y ait de l'empowerment. Alors, comment vous dites, l'appropriation? Oui. Appropriation. Qu'il y ait de l'appropriation par rapport au traitement, tout le monde est d'accord. Mais qu'il y ait de l'appropriation autour du diagnostic, alors là, ça met des collègues dans le tracas et même la colère. C'est-à-dire, c'est nous les diagnostics, c'est nous qui décidons des pathologies. Enfin, si quelqu'un a un psoriasis, il ne va pas arriver en disant « Ah ben non, là j'ai une dermite séborique ». On va dire « Non, vous avez un psoriasis, c'est pas une dermite séborique, c'est moi le médecin, c'est moi qui sais les maladies. Si c'est une leucémie, c'est pas une sclérose en plaques. Voilà. Et donc si c'est un autisme, c'est pas une dyslexie, dysorthographie. Voilà, c'est nous qui décidons. Ben non, maintenant, c'est les gens qui viennent et qui disent qu'ils ont un diagnostic. Alors, nous, on fait quoi là-dedans? Alors, c'est pas fini, il y a une dernière mythologie qui arrive en ce moment, c'est une mythologie digitale. C'est que, avec l'arrivée des smartphones, etc., nous échangeons beaucoup, surtout nos jeunes patients,
ils échangent avec des textos ou avec, sur les réseaux sociaux, donc c'est digital, c'est des mots, c'est des codes. Ça n'est beaucoup moins de la chair et de la parole avec de la prosodie, etc. Et puis, bien sûr, à l'extrême, il y a le transhumanisme. Le transhumanisme, c'est de dire que finalement, l'humain pourrait être déployé dans un cerveau électronique et que nous serions, comme ça, immortels. C'est une mythologie digitale. C'est une description du monde à partir d'informations. Et d'ailleurs, c'est théorisé. Vous avez, je sais pas, vous connaissez le concept de memes? C'est l'équivalent du gène, mais sous forme informationnelle. Eh bien, en fait, vous avez des théoriciens qui disent que la nouvelle version du darwinisme, ça n'est pas une transmission des gènes, c'est une transmission de l'information, et que le gène n'est qu'une expression de l'information. Et qu'en fait, tout est information dans le monde. Vous avez un bouquin Dawkins qui a dit ça dans Le gène égoïste un peu, et puis vous avez Pierre-Henri Gouillon, donc un biologiste qui a écrit quelque chose avec un informaticien et un physicien qui disent qu'en fait, dans l'univers, tout est information, et la vie, c'est comment réussir à propager la même information pour qu'elle s'adapte et qu'elle continue à subsister. Donc une mythologie digitale. Et alors la traduction en santé, eh bien, on va avoir des phénotypes digitaux, on en parle déjà, hein. Et puis des soins digitaux avec des smartphones qui vont faire des thérapies assistées par smartphone. Alors j'en arrive à ma conclusion, vous me direz, tout ça c'est du baratin, c'est quand même très théorique. Ben oui, mais je vais prendre un exemple, les troubles de neurodéveloppement par exemple. Les troubles du neurodéveloppement. Aujourd'hui, dans la planète, partout, il y a des troubles du neurodéveloppement et tous les collègues sont contents pour dire, voilà, au moins maintenant c'est carré, on sait, c'est Michael Reuter qui a défini ça en 2005, dans la 5e édition de son gros bouquin, il dit, voilà, des troubles qui commencent dans l'enfance, qui sont stables et qui correspondent à une anomalie du développement du système nerveux central et qui, avec à la clé, un fonctionnement mental déviant. Le mot est un peu maladroit, mais il est écrit. Voilà ce que sont familles de troubles du neurodéveloppement et tout le monde trouve ça très bien. Oui, sauf que Greta Thunberg, elle écrit « Je suis autiste », hashtag #AspiPower, et mon autisme, c'est une différence qui me permet parfois d'être plus grande. Et là, il y a un problème, c'est que, est-ce que si Greta Thunberg est autiste, alors elle a un trouble du neurodéveloppement, donc elle a une anomalie du développement du système nerveux central qui conduit à un fonctionnement mental déviant. Et là, vous voyez, nous sommes complètement en opposition avec notre mythologie rationnelle par rapport à Greta Thunberg qui, elle, par rapport à son autisme, est dans une mythologie irrationnelle. Et donc, nous sommes complètement déstabilisés et donc nous devons repenser la santé mentale dans ce monde qui bouge à toute vitesse et pourquoi pas co-construire nos phénotypes avec la société plutôt que considérer qu'ils nous appartiennent. Merci pour votre attention.